Très, cette introduction et surtout cette invitation à parler à des experts des CPP en France. Même si je suis français, j'ai relativement peu travaillé en France, donc vous me pardonnerez si je ne maîtrise pas aussi bien que vous un certain nombre d'aspects. Beaucoup de choses dont je vais parler concernent la situation des volontaires sains au niveau international. J'essaierai de finir par quelques mots sur la France, bien sûr, mais comprenez, s'il vous plaît, que cette présentation est dans un cadre très multinational. Voilà. Donc, juste pour dire d'où je viens, j'ai eu une assez longue carrière dans l'industrie pharmaceutique au sein de ce qui est le groupe Sanofi aujourd'hui. Mais avant cela, au tout début des années 80, je me suis formé en pharmacologie clinique, donc qui impliquait les essais chez les volontaires sains. Je l'ai fait en Angleterre, à Londres, parce qu'à l'époque, ce type de recherche n'était pas autorisé en France. Et à cette occasion-là, j'étais à la fois le plus jeune investigateur de l'équipe, c'était à University College à Londres, mais aussi de temps en temps volontaire sain occasionnel, c'est-à-dire étant jeune et plein d'enthousiasme, quand il manquait un volontaire sain un beau matin, on me disait Tiens François, est-ce que ça t'ennuierait de participer? Et donc j'étais absolument ravi de me prêter au jeu, ce qui aujourd'hui, bien sûr, poserait de gros problèmes au patron qui demanderait ça à un de ses jeunes internes. Je suis ensuite devenu donc un véritable pharmacologue clinicien, si je peux dire. Donc, j'étais investigateur d'essais impliquant des volontaires sains. Et puis ensuite, je suis devenu donc, dans l'industrie pharmaceutique promoteur de beaucoup d'essais impliquant les volontaires sains. Et au cours de ces longues années, j'ai vu comment ce qui était au tout début une activité qui était limitée à quelques CHU dans des grandes villes de pays industrialisés, qui impliquaient des volontaires sains qui étaient souvent des étudiants en médecine ou des copains des étudiants en médecine, donc des gens d'un certain niveau d'éducation et qui avaient juste besoin d'un peu d'argent de poche. Comment ceci s'est transformé au fil du temps en une industrie mondiale qui implique des dizaines de milliers de volontaires sains, dont beaucoup dans des pays en voie de développement. Donc j'ai vu cette évolution au fil du temps. Et ça a été à la source en fait de la création de Volretics, donc comme l'a dit Virginie Rajandrieux, au sein du comité d'éthique de l'INSERM, en particulier avec François Hirsch. Donc vous voyez le logo de l'INSERM et le logo aussi des partenaires qui nous ont assez vite rejoints, pas mal de partenaires d'institutions européennes, mais aussi des partenaires du Royaume-Uni, par exemple le Wellcome Trust, on a eu également l'OMS, le CIOMS, etc. Et d'ailleurs je pensais avoir, voilà, pardon, ça va venir ensuite. Et on a démarré cette initiative en 2022 avec un double objectif. D'abord, de documenter les questions éthiques et scientifiques liées aux volontaires sains partout dans le monde, sachant que la France est un des très rares pays à avoir une réglementation spécifique pour les volontaires sains. Donc on s'est dit, la situation de la France semble assez exceptionnelle, allons voir ce qui se passe ailleurs. Et allons voir en particulier quelles sont les bonnes pratiques qui ont été mises en place dans certains pays pour protéger les volontaires sains dans leur bien-être et dans leur sécurité. On a constitué très vite un steering committee international. Vous voyez les pays donc, qui représentent en fait la plupart des régions du monde en dehors aujourd'hui de l'Australie ou de l'Océanie. Tout en bas, vous avez la liste des observateurs. Vous voyez pas mal d'institutions européennes, mais aussi l'UNESCO, l'OMS. Donc, on a des participants d'un peu partout dans le monde, ce qui donne de la vigueur à notre initiative. Et donc, depuis 2022, qu'avons-nous appris de façon très schématique? La toute première chose qui nous a surpris, enfin, en tout cas moi qui venais du monde de la pharmacologie clinique, pour qui volontaire sain signifiait étude de phase 1, hein, avec administration de médicaments ou de vaccins, en fait, on a réalisé très vite qu'en termes d'études interventionnelles, il y avait aussi beaucoup d'autres façons dont des personnes saines participaient à la recherche, à travers des études concernant des dispositifs médicaux, des biothérapies, des challenges infectieux. On l'a vu beaucoup à l'époque du Covid, ça a été un sujet de controverse assez important, exposer des volontaires sains à des virus pour lesquels on n'avait pas encore de traitement efficace, ça causait des controverses. On a vu aussi, on a découvert que des personnes font des études d'exposition environnementale, c'est-à-dire qu'on expose des personnes saines à des polluants atmosphériques. Et ces personnes vous disent très naturellement, des femmes enceintes, des enfants peuvent être exposés aux polluants atmosphériques. Ça peut être intéressant d'étudier cela. Donc on a réalisé l'ampleur du type d'études interventionnelles et la variété de situations. Et on a même entendu parler très vite aussi, bien évidemment, de beaucoup d'études non interventionnelles qui impliquent des personnes saines, des études, que ce soit des études épidémiologiques, des études de sciences comportementales, sciences humaines et sociales, etc. Donc on a réalisé qu'il y a mille et une façons pour des chercheurs d'avoir besoin
de personnes saines. Donc on s'est dit, si on essaye d'aborder tous les aspects de toutes ces situations différentes, on va vite se noyer parce que les niveaux de risque, les méthodologies sont tellement différentes qu'on a préféré très vite se focaliser sur une définition assez restreinte de volontaires sains qui concerne les personnes qui participent à des essais cliniques interventionnels, donc avec administration de produits pharmaceutiques, sans bénéfice direct potentiel pour leur santé. C'est-à-dire, par exemple, on ne considérerait pas dans notre définition des personnes qui, une fois dans leur vie, vont participer à un essai de vaccin, un essai de prévention par un vaccin, par exemple. Parce que ces études n'exposent pas au même niveau de risque. Et donc, on s'est focalisé sur ces études interventionnelles sans bénéfice direct potentiel pour la santé, parce qu'on a considéré que c'était là qu'étaient les risques les plus élevés de préjudice pour la santé des personnes, de risque d'exploitation des personnes s'ils participent de façon trop répétée à des essais commerciaux, et également des risques vis-à-vis de leur bien-être. Je vais revenir sur cette dimension dans une petite minute. Donc voilà, donc c'est important de préciser nous considérons les volontaires sains avec une définition assez restreinte pour l'initiative Volretics. On a bien sûr démarré par faire la littérature en se disant qu'est-ce qui existe comme information. On a vu vite qu'il y avait très peu de publications scientifiques. C'est un domaine qui est peu recherché, il y a peu de publications, très peu de France. L'essentiel des publications vient des États-Unis, un petit peu du Royaume-Uni, une étude toute récente en Suède. Mais enfin, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de littérature scientifique sur les volontaires sains. Il y a également très peu de données publiques, ce qui n'est pas complètement illogique parce que l'essentiel des études impliquant des volontaires sains sont menées par des sociétés privées, que ce soit des firmes pharmaceutiques ou des sociétés sous contrat, les CRO. Ce sont les entreprises qui ont besoin de ces données, mais qui n'ont aucun intérêt à les rendre publiques. Ces entreprises sont dans un jeu concurrentiel important. Elles sont dans un environnement où il y a peu d'obligation de partager les données, puisque dans les données, dans les bases publiques, par exemple clinicaltrials.gov aux États-Unis, les véritables phases 1 ne sont pas à déclaration obligatoire, si je puis dire. On n'est pas obligé de les mentionner sur cette base. Et pour ce qui est de l'Europe, les études doivent être dans les bases publiques, simplement elles ne sont pas visibles au public. Donc, vous voyez, on a affaire à un domaine où il y a peu de données de bonne qualité, et ça, c'est un des soucis qu'on a identifié assez vite avec Volretics. On s'est dit quand même, essayons d'avoir une idée de la taille de ce dont on parle. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives avec la base américaine qui s'appelle clinicaltrials.gov. La toute dernière était en janvier 2022, en essayant de filtrer les études pour ne garder que les études interventionnelles actives avec des volontaires sains. Et là, l'intérêt de cette carte, c'est simplement de montrer que finalement, il y a des études interventionnelles actives avec des volontaires sains un peu partout dans le monde, sans surprise, beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup également en Europe, et vous voyez qu'en Afrique, en Amérique latine, évidemment en Asie, on a également beaucoup d'études. Donc on parle d'une situation qui implique finalement pratiquement tous les pays du monde. Et pour résumer ce que nous avons trouvé, donc c'est qu'à ce moment-là, il y avait au moins 13 000 études interventionnelles. Je dis au moins puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'obligation à déclarer les véritables phases 1 dans cette donnée. Donc au moins 13 000 études. Probablement, je dis ça de façon un petit peu prudente parce que les données ne sont pas de très bonne qualité, mais ce que j'ai pu voir, c'est que l'immense majorité des études, j'ai mis 85% ici, ne sont pas des études de first in man, de véritables études de phase 1, mais sont plutôt des études de pharmacocinétique, de bioéquivalence, avec des médicaments en général déjà enregistrés, déjà connus. Donc ça, c'est important. Et volontaire sain ne signifie pas véritable phase 1, mais peut très souvent vouloir dire essai avec des médicaments déjà connus, ce qui ne signifie pas essai sans aucun risque, bien sûr. Et vous voyez la répartition grossière en termes géographiques. Le monde entier, finalement, est impliqué. Donc, on a regardé après, une fois qu'on a eu un petit peu une idée de la taille de la situation dont on parle, c'est comment les volontaires sains sont-ils protégés. On a regardé bien sûr les bonnes pratiques, les BPC, bonnes pratiques cliniques, on a regardé le SIOMS, on a regardé la déclaration d'Helsinki. Aucun de ces textes ne mentionne spécifiquement les volontaires sains. Alors, il y a une nouveauté en 2024, c'est que la déclaration d'Helsinki a été révisée et elle mentionne explicitement que les principes de la déclaration essentiels au respect et à la protection de tous les participants à la recherche, y compris les patients et les volontaires en bonne santé. Donc, on était très content de voir que l'AMM
avait indiqué cette mention, mais on a vite déchanté en lisant l'ensemble de la déclaration d'Helsinki, parce qu'en fait, il n'y a plus un mot spécifique sur les volontaires sains dans le reste de la déclaration d'Helsinki, ce qui fait qu'on a envoyé une publication au Lancet en novembre 2024 en disant que c'est une occasion ratée. La façon dont on a argumenté, c'est de dire, dans la déclaration d'Helsinki, il y a au moins 4 paragraphes qui parlent spécifiquement des patients dans la recherche, en particulier lorsqu'il y a un mélange entre la recherche et les soins médicaux. Donc il y a 4 paragraphes qui précisent la situation des patients impliqués dans la recherche, mais aucun ne parle des volontaires sains, et donc on trouve que c'est vraiment extrêmement dommage. Donc les grands textes ne disent rien des volontaires sains, pour faire simple. On a regardé ensuite au niveau des pays, et là, comme je vous le disais, on le savait déjà, mais en dehors de la France, du Royaume-Uni et de la Malaisie, et le Maroc qui est en train d'y travailler, il n'y a pas d'autres pays où il y ait, par exemple, des registres nationaux qui s'assurent que les volontaires sains ne participent pas aux essais de façon excessive, c'est-à-dire qu'ils respectent les délais de wash-out entre les essais. Et là, la France, on ne le sait pas assez, a été vraiment pionnière dans le domaine, puisque c'est dès 1988, la loi Hurier-Jardel, qui avait des sections spécifiques concernant la protection des volontaires sains, en particulier, mais pas seulement, en particulier avec l'établissement du registre qui aujourd'hui s'appelle le registre VRB. Donc vous voyez, très très peu de pays considèrent les volontaires sains comme une population particulière de personnes se prêtant à la recherche. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que la façon la plus simple dont on l'exprime, c'est de dire, je vous prie de m'excuser, cette slide est un petit peu encombrée, mais la première chose à prendre en compte quand on compare les volontaires sains par rapport aux patients, c'est que par définition, les volontaires sains sont en bonne santé. Ils n'attendent pas de bénéfices directs pour leur santé, et leur rapport bénéfice-risque est très, très, très différent de celui des patients. La première idée à soulever, c'est que les études de phase 1 sont précisément conçues pour détecter des effets secondaires, c'est-à-dire qu'on cherche délibérément à déclencher des effets secondaires, bien sûr de façon extrêmement prudente, de façon extrêmement dans un contexte très protecteur, mais malgré tout, on expose délibérément des gens jusqu'à ce que l'on puisse détecter des effets secondaires. Donc ça, c'est quand même une notion qui est importante à garder en tête. Et la deuxième, j'y ai fait allusion tout à l'heure en disant que l'essentiel des essais avec les volontaires sains dans le monde implique des composés pharmaceutiques bien connus, mais malgré tout, une personne saine est toujours exposée à un risque si on lui administre un produit pharmaceutique dont elle n'a pas besoin pour sa santé. Donc il n'y a pas d'études, j'allais dire, de petites études ou d'études sans risque impliquant les volontaires sains à partir du moment où l'étude est interventionnelle. Donc ça, c'est la première chose. La première chose, donc, ils sont en bonne santé, ce qui fait qu'ils n'ont leur situation est très différente de celle des patients. La deuxième chose qui est vraiment majeure, c'est qu'ils reçoivent de l'argent. La compensation financière, ça change tout. Les patients dans beaucoup de pays du monde sont indemnisés assez régulièrement pour les frais qui sont liés à leur recherche, les frais de transport par exemple, ou des choses comme ça. Mais les volontaires sains, leur rémunération va bien au-delà. Ils sont payés pour participer à une recherche. Et la troisième chose, je vous prie de m'excuser, cette slide a été totalement il y a eu un problème. Le troisième argument, c'est que leur bien-être peut être affecté par les conditions d'étude. Lorsque des patients participent à des essais cliniques, en général, les conditions sont assez peu différentes du soin normal. C'est-à-dire que ce sont des patients qui sont en ambulatoire ou bien à l'hôpital. À l'hôpital, on peut recevoir sa famille, on peut voir ses amis. Quand on est volontaire sain, on est en général enfermé pendant plusieurs jours, voire parfois plus longtemps, dans des centres où on ne peut pas être visité par qui que ce soit, des conditions presque carcérales, bon, sans exagérer le côté dramatique de la chose. Malgré tout, on est situé dans des situations où on est assez coupé du monde. On est contraint à des précautions pour ce qui est de l'alimentation, la boisson, l'exercice physique, etc., des prélèvements de sang ou d'autres choses multiples, etc. Donc, les conditions d'études sont extrêmement strictes. Et là, on peut considérer que dans certaines situations, le bien-être des personnes peut être affecté. Et toutes ces dimensions ont été en plus aggravées par ce que les Américains ont appelé research underclass, c'est-à-dire une sorte de sous-catégorie de participants à la recherche. C'est ce qui ressort d'études empiriques américaines et britanniques, qui en fait ont documenté le fait que la motivation principale pour les volontaires sains, c'est la rémunération qu'ils vont recevoir en échange de leur participation. Et là où ça devient encore plus grave, et ça a été documenté aux États-Unis,
c'est que très souvent, ces questions d'argent se croisent avec d'autres inégalités, qui sont les inégalités sociales. Par exemple, la surreprésentation des Africains américains et des Latinos en bonne santé dans les essais cliniques rémunérés a été bien documentée. Donc on a affaire, en tout cas dans le cadre de ce qui a été vu dans ces études américaines et britanniques, à des populations potentiellement vulnérables. Et cela, on l'a bien vu aussi quand on a fait des réunions régionales avec Volrefix, on a fait plusieurs webinaires. En Inde, par exemple, on nous a dit qu'on avait des exemples où une étude de bioéquivalence d'une semaine permettait à quelqu'un de gagner 10 fois ce qu'il gagnerait en travaillant normalement. Donc on a un rapport de 1 à 10 en termes de revenus. On a entendu parler aussi d'un volontaire sain qui participait à un groupe WhatsApp qui s'appelle Blood Money, dans lequel les volontaires sains se donnaient des recettes sur les meilleurs essais cliniques auxquels participaient. On a entendu parler d'un volontaire de 32 ans qui a participé à plus de 40 études dans sa courte vie. Et il a dit, alors en fait, c'est revenu dans une publication, il n'est pas rare que des volontaires enfreignent les règles et mentent. Aux États-Unis, on a eu des témoignages, alors là, directs de la part de volontaires sains. Les volontaires sains américains ont ça de bien qu'ils sont assez libres dans leur expression, ils sont très cash, si je peux me permettre. Ils nous ont dit très clairement, bien sûr, vous pensez bien que... Pourquoi pensez-vous qu'on fait ça? On a besoin de payer les factures. Et ils nous ont appris, en tout cas, ils m'ont appris à moi le terme que je ne connaissais pas, le terme de gig job. Gig job, c'est les petits boulots que j'ai illustrés là par un livreur de repas à domicile. Un gig job, c'est ce genre de choses. Quand vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'argent, peut-être que vous n'avez même pas de papier, ben voilà, participer à des essais cliniques, c'est un gig job comme un autre aux États-Unis. On a eu des témoignages de volontaires sains très expérimentés, certains qui avaient participé à plus de 20 études, et alors ils connaissent toutes les ficelles, ils savent très bien comment se comporter pour être recrutés, pour plaire au personnel du centre d'investigation clinique pour essayer les études. Donc, ils connaissent toutes les ficelles, que dire, que ne pas dire. Et ils nous ont souligné aussi le souci qu'il y avait dans la mesure où souvent, il y a une sorte de bonus qui est donné aux volontaires sains qui participent à l'étude jusqu'à la fin, qui respectent bien tout le timing, toutes les prises de sang, etc. Et ils nous ont dit, bah, de temps en temps, sachant qu'on risque de ne pas recevoir toute la rémunération, bah, de temps en temps, on cache les événements indésirables qui nous arrivent parce qu'on préfère assurer le paiement intégral du temps qu'on a passé dans l'étude plutôt que risquer en fait d'arrêter l'étude prématurément et de ne pas recevoir le paiement intégral. Donc voilà le type de population à laquelle on a affaire, en tout cas dans certains pays du monde. Et alors, on a réalisé, enfin, c'est un petit peu la conclusion presque de ce que je voulais vous dire. Les volontaires sains sont quand même largement dans un angle mort de l'éthique en recherche biomédicale. Et on s'est demandé pourquoi. Et en fait, il y a quelques raisons qu'on a résumées ici. La toute première, c'est qu'il n'y a pas d'association de volontaires sains. Les volontaires sains ne se sont pas organisés pour avoir une voix comme les patients dans la recherche. Donc ça, c'est le premier problème. Il n'y a pas d'association. Ça peut se comprendre parce que très souvent, on est volontaire sain quelques années, quelques mois, quelques années dans sa vie. On ne s'en vante pas toujours. Bon, pas mal de volontaires sains nous ont dit qu'ils n'étaient pas extrêmement fiers d'être considérés comme des cobayes humains. Ils n'en parlent pas forcément dans leur famille ou auprès de leurs amis. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il n'y a vraiment pas d'association aujourd'hui de volontaires sains. Et c'est justement un des objectifs de Volresix, c'est de faire en sorte qu'on donne une voix aux volontaires sains, qu'on suscite l'organisation d'associations représentatives. Il y a aussi, il faut être juste, il y a très très peu d'accidents graves. Là, vous en voyez deux sur la slide. Ce sont des accidents gravissimes. Ça montre quand même que, compte tenu du nombre d'études qui sont menées, l'immense majorité des études sont faites dans de très très bonnes conditions, mais malgré tout, on entend parler des accidents graves, on n'entend pas parler des accidents moins graves, des problèmes de santé, surtout dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale. On n'entend pas parler nécessairement non plus des personnes qui peuvent être considérées qu'elles ont été maltraitées ou pas respectées dans les essais. Et quand les témoignages qu'on a eus de volontaires sains dans Volresix nous laissent penser que ce sont des populations qui peuvent être assez vulnérables et assez peu capables de se défendre finalement. Un autre problème majeur, j'ai déjà fait allusion, c'est le manque de données factuelles. On a peu de data, peu de données de bonne qualité, c'est un problème et on en est conscient, on veut travailler là-dessus. Et puis finalement, beaucoup de gens sont assez contents du système aujourd'hui tel qu'il est. Les volontaires sains, ben, ils sont payés. Les CRO ont une activité extrêmement rentable. Ce sont des activités multinationales qui impliquent des sommes d'argent absolument considérables. Il y a beaucoup d'argent dans les activités concernant les essais avec les volontaires sains. Les entreprises pharmaceutiques, ben, elles sont contentes aussi puisqu'elles ont les données
dont elles ont besoin pour des questions scientifiques et aussi pour enregistrer leurs produits pharmaceutiques. Et puis les agences réglementaires, ben, elles ont les données qu'elles demandent pour enregistrer les produits pharmaceutiques. Donc finalement, le système actuel convient à pas mal de gens, et vous me direz, mais pourquoi est-ce que ça pose problème? Ben, ça pose problème d'abord pour les questions éthiques que j'ai mentionnées tout à l'heure sur la slide, qui était si laide que je vous ai montré, je vous prie de m'en excuser. Donc pour résumer, les risques sont liés au risque de préjudice pour la santé, risque d'exploitation quand les gens sont dans des situations de vulnérabilité, et des risques de voir le bien-être des volontaires compromis pendant la recherche. Donc ça, c'est des questions éthiques qui existent, on ne peut pas les ignorer. De nombreux volontaires sains appartiennent à des groupes économiquement défavorisés dans beaucoup de pays du monde. Ça, c'est assez clair. Il y a des différences entre les pays. Par exemple, en France, on évite la surparticipation avec le registre volontaire sain, mais ce n'est pas le cas, par exemple, en Belgique ou en Allemagne, même s'il y a des registres privés qui sont à l'œuvre. Les volontaires sains ne sont pas forcément assurés de la même façon selon les pays. Et donc, il y a aussi un risque de dumping éthique, c'est-à-dire que les promoteurs peuvent être tentés d'aller dans les endroits où la réglementation est la moins stricte. Et finalement, nous pensons qu'il y a un risque de réputation pour toutes les parties prenantes à ces activités, y compris bien sûr les CPP. Et donc, nous avons besoin de règles du jeu équitables à l'échelle mondiale. C'est pour cela que nous avons publié en juin 2024 la première charte éthique mondiale pour la protection des volontaires sains dans les essais cliniques. Donc, c'est une charte assez courte, de 4 ou 5 pages, qui se présente comme ceci, que vous pouvez trouver sur le web très facilement. Elle est le résultat de tout un travail qui a duré plusieurs années, y compris une phase de consultation publique pendant quelques mois. On l'a révisée en avril dernier lors d'une réunion ici à Paris à l'Académie de médecine et on l'a publiée en juin 2024. Et cette charte est articulée autour de ce qu'on a appelé les 15 droits des volontaires en bonne santé dans les essais cliniques, que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui pour vous, mais qui sont articulés autour de 3 grandes catégories. D'abord, les bases de la protection des volontaires sains, y compris naturellement l'implication des CPP, des comités d'éthique, la protection contre les préjudices physiques et non physiques, et la protection contre l'exploitation. Donc ça vous n'arrivez sûrement pas à le lire, mais ce n'est pas vraiment fait pour. Mais voilà, là, je vous liste les 15 droits des volontaires sains que vous pouvez trouver dans la charte, qui est disponible aujourd'hui en 9 langues. On attend bientôt la traduction en allemand. On nous dit, mais quel intérêt de traduire ce document en hindi ou en malais? Les investigateurs parlent anglais peut-être, mais les volontaires sains, eux, ne parlent pas forcément. Déjà, tout le monde ne parle pas anglais dans la recherche clinique. Et puis, ça nous a semblé important de le traduire dans des langues que des volontaires sains eux-mêmes puissent comprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ces traductions de la Charte éthique mondiale. Et alors cette charte, on la met à disposition pour que les gens fassent un petit peu ce qui leur semble utile avec, c'est en particulier de sensibiliser aux spécificités éthiques et scientifiques des volontaires sains. Je vous ai montré cette slide qui compare volontaires sains et patients. On pense que c'est vraiment très important que les gens aient constamment en tête pourquoi les volontaires sains ne sont pas des patients dans la recherche. Également fournir un cadre pour que chaque pays puisse envisager les meilleurs moyens de protéger les volontaires sains localement selon leur situation. Et enfin, et ce n'est pas le dernier, le moindre des aspects, encourager la recherche pour qu'on puisse obtenir des données de qualité sur les réalités de l'implication des volontaires sains. Et en conclusion, je voulais finir sur la situation de la France et le rôle des CPP. En France, une chose fondamentale, c'est, bon, bien sûr, on a cette réglementation qui remonte à la loi Hurier-Jardet, mais on est aussi un pays où il y a la sécurité sociale. Donc la question de la sécurité des volontaires sains se pose différemment que dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale. La législation française protège spécifiquement les volontaires sains par beaucoup d'aspects. Donc, j'ai mentionné le registre. Je n'ai pas mentionné, mais je devrais, bien sûr, l'accréditation des sites des investigateurs, les questions d'assurance, etc. Donc, la France a un cadre réglementaire qui est vraiment assez unique dans le monde et on aimerait que beaucoup d'autres pays s'en inspirent. Et pour ce qui est des CPP, on est vraiment au début de la réflexion, mais ça m'intéresserait d'avoir votre retour. C'est qu'on se dit, est-ce qu'il est possible au niveau des CPP d'avoir des personnes qui représentent les volontaires sains? Alors peut-être que c'est compliqué d'avoir les volontaires sains qui ont participé récemment ou qui participent actuellement aux essais, mais peut-être qu'on pourrait imaginer que chaque CPP ait une personne qui soit particulièrement sensibilisée aux participants sains. Et la raison pour laquelle je dis participants sains,
c'est pour élargir par rapport au scope qui est le nôtre, qui est encore une fois une définition très restreinte de volontaire sain, mais il est très possible que des CPP aient à avoir et à examiner des recherches qui impliquent des participants sains qui soient dans des cadres un peu plus larges que le cadre assez restreint qu'on a choisi pour Volrefix. Voilà. Donc ça, c'était ma dernière slide. Et comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas d'informations disponibles sur notre site qui est hébergé par l'INSERM, sur notre site web. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vais fermer ma fenêtre pour pouvoir vous voir et voir éventuellement vos questions. Voilà, je vous remercie. Merci François pour cet exposé. Oui, donc on peut passer à présent aux questions. N'hésitez pas à rédiger vos questions dans le chat. Je vois aucune main levée. Ah, Bah pour tout te dire, je n'ai pas encore trouvé comment on fait pour lever la main avec ce. oh, Madame Clouche a levé la main la première. Voilà, Allez. j'ai trouvé. Ils sont plus doués, voilà. D'abord, un grand merci pour cette présentation. C'est vrai que c'est un sujet, en réalité, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup pour les patients et les volontaires sains. C'est une question qu'on a évidemment en tête dans les CPP, mais je pense que cet éclairage est en effet bénéfique et le fait d'avoir tous ces éléments-là dans votre présentation montre bien en fait cette problématique. En fait, moi, j'avais juste une question. Donc, vous disiez en effet que ça concerne essentiellement, enfin, c'est le sujet, c'est l'axe de votre travail, donc les études interventionnelles. Mais quelque part, je pense qu'il est important pour les CPP qu'il puisse y avoir une formation en effet sur le sujet. C'est un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que, un petit peu, ma crainte, c'est qu'on se dise finalement, quand on va élargir vers les études risques et contraintes minimes, par exemple, parce que les volontaires sains, on les trouve un peu partout, notamment dans ces études-là, les RIPH2, finalement, est-ce qu'on risque pas de mettre à mal ces études? Est-ce que on risquerait pas d'aller dans l'excès inverse? Et donc, est-ce que la solution, en effet, c'est la formation des membres du CPP? En fait, j'ai une petite inquiétude qu'on aille trop loin, en fait, que le curseur aille ensuite trop loin. Merci. Oui, alors là, je pense que vous êtes mieux à même que moi de répondre à cette question, mais c'est vrai qu'on nous a fait la réflexion de se dire, tiens, mais il y a une vingtaine d'années, il y avait énormément de centres de phase 1 en France, il y en a de moins en moins. Est-ce que la réglementation française n'est pas quelque part un petit peu responsable de ça? Est-ce que finalement les promoteurs ne préfèrent pas aller dans d'autres pays? C'est une possibilité. Donc effectivement, où placer le curseur, je ne sais pas. Encore une fois, je pense que c'est au niveau de chaque pays que la décision peut être prise. Nous, ce que l'on met sur la table, c'est des situations qui sont peut-être un petit peu extrêmes, mais de se dire aussi, même si en France, on peut espérer que la plupart des volontaires sains ne sont pas dans des situations aussi dramatiques que ce qui semble être le cas en Inde ou en Amérique du Nord, malgré tout, même s'il y en a peu dans les volontaires sains français, même, il suffit qu'il y en ait quelques-uns pour qu'on se pose quand même la question et de se dire comment est-ce qu'on peut bien les protéger, et en particulier au niveau de leur bien-être, peut-être plus que de leur sécurité, qui est sûrement en France assez bien assurée. Après, vous soulevez une question tout à fait juste, qui est, et ça, on sait qu'on nous a fait la réflexion dans beaucoup de pays ont des cadres qui protègent les patients dans la recherche. Pratiquement aucun n'en a pour les volontaires sains. Et c'est là où ça devient encore plus compliqué, c'est pour les études non interventionnelles. Là c'est le flou total dans beaucoup de pays. Les chercheurs ne savent absolument pas où se tourner pour ce qui est d'avoir une revue éthique, par exemple. Donc effectivement, nous, si vous voulez, notre objectif, c'est vraiment, j'allais dire, de susciter une conversation et de faire en sorte que les experts de chaque pays s'en emparent et envisagent ce qui peut être amélioré dans leur pays. En France, on a déjà beaucoup de garde-fous, mais malgré tout, il y a encore du travail à faire, comme vous le soulignez, peut-être pour sensibiliser les membres des CPP, peut-être travailler un petit peu plus sur la dimension bien-être des volontaires sains que moi, personnellement, je ne voyais pas bien au tout début de notre travail. Voilà, donc l'idée vraiment, c'est d'entamer un dialogue avec les experts que vous êtes et puis voilà, de voir avec vous ce qui vous semble pertinent, ce qui vous semble moins pertinent. Mais effectivement, l'ouverture vers des recherches non interventionnelles, des volontaires sains moins exposés à des risques que ceux qu'on a dans notre cadre, c'est un sujet de conversation en soi. Merci. Merci à vous. Catherine, tu voulais poser une question? Oui, merci beaucoup pour cette présentation.
Donc j'ai un petit bon pour ce qui est d'avoir des représentants des volontaires sains dans les CPP, ça me paraît un peu illusoire parce qu'il y en a pas beaucoup des volontaires sains. Mais par contre, on pourrait avoir un référent, c'est-à-dire avoir une personne qui s'intéresse à la question, qui analyse la charte en détail, etc. Moi, j'ai l'expérience d'avoir recruté des volontaires sains et effectivement, ils sont spéciaux. C'est-à-dire que c'est des gens, finalement, on se demande au bout du compte s'ils ne sont pas venus pour voir un médecin sans avoir de vraies raisons valables. Il y en a une pour laquelle je m'étais demandé, elle venait de Dijon à Lyon, et je m'étais posé la question de ces volontaires sains professionnels, entre guillemets. Et là, c'était une question que j'avais. Est-ce que vous avez des notions qu'il y ait des mensonges, des fraudes? Parce que nous, on demande la carte d'identité, on vérifie dans le VRB qu'ils n'y sont pas. Puis voilà, s'ils nous ont raconté n'importe quoi, bah, Ouais. on ne sait pas. Et je me souviens d'un collègue lyonnais qui avait une unité de phase 1 au centre hospitalier Lyon Sud et qui avait un registre de décès de volontaires sains Ah bon? mondial, enfin un registre, il colligeait en tout cas ce qui était publié. Et je me souviens d'un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'était un essai clinique de type physiologique où on administrait un bronchoconstricteur aux volontaires sains pour voir, je ne sais pas trop quoi, un truc. Et il y a une fille qui est morte parce qu'elle n'avait pas dit qu'elle était asthmatique. Elle faisait partie du labo. C'était exactement ce que vous avez décrit au début. Il nous manque un volontaire aujourd'hui, vous ne voulez pas le faire. Et donc, elle a fait un spasme bronchique mortel. Du coup, à la suite de ça, moi, j'avais interdit, entre guillemets, au personnel de mon unité de faire les essais de notre unité à cause de la relation de subordination et à cause, on voit bien que quand on leur demande s'ils fument du hash ou s'ils prennent des drogues, bah, ils nous racontent ce qu'ils ont envie. Donc voilà, on a des données probablement pas hyper fiables. Alors des fois, c'est dosé, mais pas tout le temps. Et du coup, j'ai déjà vu la charte, mais je ne l'ai pas suffisamment étudiée pour savoir si justement toutes ces notions de subordination, parce que les étudiants aussi, on avait des études où les étudiants, ils doivent aller voir leur prof pour parler de trucs genre pratiques sexuelles ou je sais pas trop quoi. Donc c'est les profs qui vont leur donner leur diplôme, à qui ils doivent raconter. Enfin voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont, peut-être que ça serait bien effectivement qu'on regarde la charte, qu'on ait une espèce de checklist qu'on n'a pas en tête parce qu'on a plus les autres. Mais voilà, effectivement, c'est des questionnements spéciaux, je vais dire. Oui, très bien. Non, non, très bien. Vous avez mis le doigt sur beaucoup de questions très, très importantes. La notion de subordination, on ne l'aborde pas spécifiquement dans la charte. On a eu des conversations autour de ces sujets, mais on ne l'aborde pas spécifiquement. Moi, j'utilise mon propre exemple pour montrer aussi à quel point les notions d'éthique évoluent dans le temps. Moi, quand en début des années 80, je me portais volontaire, j'étais extrêmement content qu'on me le propose. Parce que je me considérais comme un héros de la science et j'étais content que le patron de l'unité m'adresse la parole parce que j'étais quand même le plus junior de l'équipe. Et voilà, donc ce qui à l'époque était vu comme le summum d'un comportement éthique, aujourd'hui serait plus que répréhensible. Donc ça, c'est intéressant. Après, sur la question de dissimulation des choses, c'est très compliqué en fait parce qu'on a très peu de moyens de savoir qui dissimule quoi. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il y a des volontaires sains français qui traversent la frontière, qui vont en Belgique, en Allemagne, où il n'y a pas de registre national, il n'y a pas de registre obligatoire. En Allemagne, il y a un certain nombre de registres privés qui sont administrés par des CRO ou par des sociétés tierces, mais qui n'ont pas de côté obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain. Enfin, tous les centres qui appliquent des volontaires sains ne sont pas contraints de l'utiliser, donc il y a forcément des trous dans le système. Et pour ce que vous mentionniez aussi des volontaires qui finalement vont faire une sorte de check-up de santé, alors si ça se voit en France, ça peut se voir encore beaucoup plus dans les pays où il n'y a pas naturellement de sécurité sociale. Hein. Alors, on peut se dire, quand on a 20 ans, qu'on vit dans un bidonville, on a peut-être d'autres sujets de préoccupation que sa propre santé, mais malgré tout, non, certainement que dans les pays où il n'y a pas de couverture sociale, ça peut tout à fait faire partie des motivations pour les volontaires sains que d'avoir un check-up, voire d'être pris en charge d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Et pour ce qui est de référent, moi, je pense que l'idée d'un référent ou de quelqu'un, j'allais dire, de particulièrement sensibilisé à ces questions, ça pourrait être une idée pour les CPP, effectivement, sans que ça ait nécessairement un côté obligatoire requis par la loi, etc. Mais de se dire, est-ce qu'au niveau de chaque CPP, ce serait pas bien qu'il y ait une personne qui suive plus particulièrement ces sujets? Ce serait déjà un énorme pas en avant. Merci. Alors, une question dans le chat.
J'ai travaillé plusieurs années dans un CIC. J'ai noté que les essais cliniques étaient très majoritairement sur des hommes dans le cadre des essais sur volontaires sains. Les femmes étaient les grandes oubliées. L'avez-vous constaté également à plus grande échelle? Ah, alors, constater non, parce que comme je vous le disais, on n'a pas on a très très peu de données en fait. Mais par contre, ça fait totalement partie des choses que l'on souligne au niveau de la charte, c'est l'importance de la représentativité des populations impliquées dans les phases précoces des essais par rapport aux utilisateurs futurs. Et donc, non, absolument, la question de l'implication des femmes. Et donc, dans la charte, on parle de ça, on parle aussi de l'idée de ne pas d'éviter la surreprésentation des populations marginalisées, parce qu'il y a des pays où, comme je vous l'ai dit en Amérique, aux États-Unis par exemple, les populations qui se prêtent aux études de phase 1, c'est majoritairement des Africains américains, des Latinos, etc. Et là aussi, alors en dehors de l'aspect éthique que ça pose, bien sûr, il y a aussi la question de la représentativité pour les utilisateurs futurs. Donc, effectivement, la question du genre et santé, alors genre et santé, c'est aussi un axe de travail du comité d'éthique de l'INSERM. Donc, on travaille également là-dessus. Mais pour répondre à votre question très précisément, nous, on ne l'a pas constaté parce qu'en fait, on a peu de données. On sait que c'est un sujet quand même sur lequel les gens qui font des études de phase 1 sont de plus en plus sensibilisés, malgré tout. Mais si vous me dites là que ce n'est pas le cas de votre expérience personnelle, c'est vrai que c'est important de garder ça en tête quand même. Je pensais qu'on avait fait des progrès là-dessus, mais enfin, en tout cas, au niveau mondial, c'est certain que ça reste un sujet, oui. Alors, la proposition d'un référent pour les volontaires sains. Ouais. Oui, Catherine, pardon. tu veux encore répondre à la question? Ouais, j'ai encore une question. Non, je ne veux pas répondre, je vais encore poser une question. C'est juste savoir si, est-ce qu'on a le moyen, alors il y a, oui, clinicaltrials.gov, mais d'avoir une typologie de ces essais. Enfin, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui les décrit justement, combien de femmes, quels âges ils ont, quelle catégorie socio-professionnelle? En France, c'est plutôt les étudiants et les CSP+, je pense, qui participent. Mais voilà, on ne sait pas en fait. Non, 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 on le sait pas, on le sait pas. Et clinicaltrials.gov, en fait, j'ai passé pas mal de temps à essayer de creuser le truc, y compris avec des gens bien meilleurs que moi dans l'utilisation de bases de données. En fait, ça n'a pas été conçu comme un outil de recherche, donc on peut pas. En fait, comme c'est basé sur la déclaration individuelle des gens, il y a des gens qui vont utiliser le terme volontaire sain un peu à tort et à travers. Et donc c'est des données qui sont pas propres du tout. C'est assez compliqué. Nous, le grand espoir qu'on avait, c'était que le VRB en français, qui est quand même en opération depuis plus de 30 ans, puisse être une source d'information. Malheureusement, il n'a pas été conçu pour ça non plus. On adorerait parler à quelqu'un qui a accès. Ça fait bien longtemps qu'on fait le siège de la DGS pour essayer de parler à quelqu'un qui peut nous dire est-ce que le VRB pourrait être utile pour avoir quelques données, de combien d'essais on parle, de combien de volontaires sains, par exemple, pour la question de la personne précédente, des hommes, des femmes, etc. On manque de données, on en manque vraiment. Et si certains d'entre vous peuvent nous aider à avoir des données, on serait vraiment très, très désireux de ça, parce que honnêtement, on est vraiment un peu dans le flou, ce qui est une énorme fragilité pour notre cause, en fait, si je puis dire, parce que la question évidente, c'est mais de quoi parle-t-on exactement? Et là, on est très, très court. Mais précisément, en essayant Le VRB, vous avez demandé? Oui, on a demandé, on n'a jamais pu parler à qui que ce soit qui. Est-ce que c'est la DGS qui gère ça? C'est ça, c'est ce qu'on a compris. Ok. Et c'est quand même dommage parce que alors, les Anglais, dont le registre est beaucoup plus récent, eux ont sorti une publication, alors qui est pas très, qui est sur peu d'années, mais voilà, malgré tout, ils ont dit voilà, notre registre a impliqué tant de volontaires sains et on a repéré un nombre très faible, mais comment ils ont quelques chiffres sur les volontaires sains qui ont essayé de passer à travers les mailles du filet. Vous voyez. Ce serait très intéressant de savoir combien de volontaires sains ont été exclus par le VRB et donc ont été finalement protégés d'événements indésirables possible. Mais donc, on adorerait avoir ces données, on va essayer de les avoir. Voilà, on espère qu'avec la prise de conscience du sujet, on va peut-être pouvoir trouver des alliés pour nous aider à avoir des données. Merci. Je vous en prie. Je vois une question sur la rémunération. Alors effectivement, la question alors c'est un sujet très complexe. Est-ce que c'est une rémunération, une indemnisation? La dimension qui est revenue le plus, en particulier pour les volontaires américains qui l'ont exprimé très clairement, c'est ce que j'ai mentionné, c'est le fait de dire si on ne va pas au bout de l'étude, on est puni. C'est-à-dire que si on est obligé d'arrêter l'étude parce qu'on a des événements indésirables ou quoi que ce soit, on est puni. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Moi qui ai travaillé avec les volontaires sains, je vois le problème. C'est vrai que c'est un peu injuste de donner à quelqu'un qui s'arrête très rapidement dans une étude, de donner la compensation complète. C'est un côté un petit peu injuste.
par rapport aux autres, mais en même temps, voilà, il y a une tension éthique là qui est quand même problématique, surtout si ça conduit les gens à dissimuler des choses. Donc ça, on n'a pas de réponse à ça, mais là c'est pareil, c'est comme les autres sujets. On essaie de sensibiliser les gens pour qu'il y ait au moins des conversations là-dessus, sur la bonne façon d'utiliser ces bonus. C'est peut-être que certaines firmes, certaines CRO ne le font pas, mais on a la notion quand même que, en tout cas les Américains l'ont dit très clairement, la plupart du temps, on a un bonus si on fait tout bien jusqu'à la fin, et si on s'arrête avant la fin de l'étude, on est pénalisé. C'est un des sujets parmi d'autres sur la question de la rémunération. Bah, de l'expérience, oui. C'est-à-dire qu'au moins, ils ont toutes les visites et en général, il y a une rémunération par visite. Ouais. Donc, effectivement, on peut le prendre comme une punition et les industriels, ils aiment bien qu'on incite les gens à aller au bout. Donc, Bien sûr. voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah non, j'entends les deux, enfin, on peut tous entendre les deux côtés de l'argument, c'est vrai. C'est vrai. Madame Conine Macoun, Oui, à propos de ce sujet-là de la rémunération, est-ce qu'on pourrait imaginer que un volontaire sain qui sort de l'étude parce qu'il décide de sortir de l'étude puisse être rémunéré au prorata, alors que celui qui a un effet secondaire qui l'oblige à sortir de l'étude soit rémunéré comme quelqu'un qui va au bout? On risque de tomber dans l'excès inverse et d'avoir plus d'effets secondaires mais déclarés, mais Ouais. Non, ça peut faire partie des pistes à explorer, effectivement, oui, 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 oui. Tout à fait. Et Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut demander, nous, en tant que CPP. tout à fait, tout à fait. Et quand vous verrez, je n'ai pas eu le temps, bien sûr, de détailler la charte, mais vous verrez que pour la charte, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est d'être assez peu directif, c'est-à-dire de ne pas nécessairement proposer une solution univoque à tous les problèmes. C'est essentiellement d'illustrer le problème tel qu'on le voit, et ensuite, là où c'est possible, de donner des pistes. Par exemple, pour éviter la surparticipation aux essais, bien sûr, on recommande les registres. Mais par contre, on n'est pas allé jusqu'à dire, même si nous, on le préfère en tant que Français, un registre national géré par le gouvernement avec le côté obligatoire, nous, ça nous semble le mieux. Mais il y a peut-être des situations où les gens voudront utiliser des registres gérés par le secteur privé ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc juste pour dire qu'on essaye d'éclairer des problématiques, mais de donner là où on peut des pistes de réflexion ou de solutions, mais on n'est pas directif. Et l'idée que vous avez est tout à fait intéressante et pertinente, mais à travailler j'allais dire, par les gens qui sont impliqués directement par ces questions, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On n'a pas la légitimité ni même la possibilité de donner des instructions, si je puis dire, univoques. Donc, ça commence vraiment tout ça par la sensibilisation et, on adorerait participer au dialogue si l'on peut, mais voilà, ce sont simplement des pistes de réflexion qu'on met essentiellement sur la table. une petite précision là dans le chat à donner sur la définition. J'ai l'impression que la définition française des volontaires sains est plus large que ce qui est couramment utilisé en France. On parle d'études chez des volontaires sains chez des volontaires sans bénéfice individuel direct. Il me semble que l'arrêté indique que pour être volontaire sain, il n'est pas forcément nécessaire d'être en bonne santé, mais également que cela concerne les volontaires qui ont une pathologie qui n'a pas de rapport avec celle de l'étude. Alors ça, je n'ai pas, vous êtes nettement plus expert que je ne le suis sur la réglementation française, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, on a essayé dans le cadre de Vol-Récycle de définir qu'est-ce qu'être sain. En fait, on a abandonné, c'est beaucoup trop con. On n'est pas équipé, si vous voulez. Il y a trop de dimensions. Mais en fait, ce qu'on appelle volontaire sain, c'est quelqu'un qui a passé les tests pour l'essai en question. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas, il y a un certain nombre de tests biologiques, de tests médicaux, etc. Mais bien sûr, on peut passer à côté de certaines pathologies. Donc la notion de sain est relative. Hein. Elle est relative en fait au test que l'on a fait pour vérifier que la personne rentrait dans des critères, disons, de normalité biologique, physique, etc., physiologique. Mais c'est une notion qui est effectivement complexe à définir, la notion de personne saine. Donc c'est sain tel que l'étude. En fait, ça correspond aux critères d'inclusion et d'exclusion de l'essai. C'est vraiment ça. Des mensonges et des omissions, oui, c'est ça. Les étudiants en médecine, oui, effectivement. Oui, je vais informer en amphi. Mais là c'est, oui, effectivement, il y a
Ce serait intéressant de voir, par contre, est-ce que les étudiants en médecine prennent plus le temps de lire les documents de consentement éclairé que les autres, je ne sais pas. Parce que le peu d'essais, d'essais ou de publications qui ont été faites sur les volontaires sains, souvent montrent que euh, les volontaires sont surtout intéressés par les conditions matérielles de l'étude, combien de temps je vais devoir être coincé, etc., et la rémunération. Et le reste passe quand même largement au-dessus de leur tête. Mais ce qui pose un problème éthique, évidemment, hein. C'est-à-dire que si les documents d'information ne sont pas suffisamment informatifs pour les volontaires sains, il faut quand même, enfin pour les personnes, les participants à la recherche, il faut qu'on s'interroge. Mais ce serait intéressant de voir si les étudiants en médecine sont plus attentifs que les autres. J'en suis pas totalement certain, mais bon. Et c'est sur la question des motivations pour participer à ces recherches, Oui. c'est en premier lieu la rémunération. Alors, c'est vrai, c'est intéressant. On a eu cette conversation cet après-midi parce que une association de CRO a fait une grande enquête. Et ils n'ont pas encore publié les données, mais ils vont le faire. Et ils disent la notion d'altruisme ressort beaucoup. Mais malgré tout, quand on creuse un tout petit peu et qu'on pose la question à l'envers, c'est accepteriez-vous de participer à un essai non rémunéré? Là, vous avez 3% des gens qui disent oui. Donc, même si les gens mettent en avant la notion d'altruisme, etc., voilà. Et on avait un sociologue tout à l'heure dans la discussion qui disait, ben oui, mais tout dépend qui pose la question. Si c'est une CRO qui pose la question à des volontaires sains qui ont plutôt tendance à être, j'allais dire, dans un esprit plutôt de sympathie vis-à-vis des gens qui les traitent bien, qui les rémunèrent, etc., ils vont s'exprimer différemment si c'est un sondage fait par une CRO ou dans le cadre d'un entretien individuel avec un sociologue, par exemple, ou un psychologue. Donc, voilà. Donc, la notion d'altruisme, alors, je caricature aussi parce qu'il y a des situations, par exemple, à l'époque du Covid, là, par contre, je pense que les gens, par exemple, qui se sont portés volontaires pour les challenges infectieux, là, il fallait quand même avoir une vraie dimension d'altruisme, hein. Donc voilà, je veux pas. Là, ce dont on parle, c'est plutôt dans les essais commerciaux. La notion d'altruisme, elle doit être quand même assez mineure quand même. Il y a des gens qui ont été jusqu'à dire, il y a des situations où des volontaires sains nous ont dit, moi je participe à l'essai clinique parce que c'est l'occasion d'être avec des gens. Il y a un côté sociabilisation. Enfin, peut-être, et ne le nions pas, mais malgré tout, l'argent quand même change tout. Et même si ça peut-être ne change pas grand-chose pour un étudiant en médecine, ça peut changer tout pour quelqu'un dans une situation de vulnérabilité. Et ça, en fait, c'est vraiment le message qu'on essaye de faire passer. C'est qu'on n'est pas en train enfin, je ne suis pas en train de dire que tous les volontaires sains dans le monde sont dans des situations épouvantables de vulnérabilité économique, niveau d'éducation faible, etc. Mais il suffit qu'il y en ait un certain nombre dans les populations plongeurs pour qu'on se dise il faut protéger ces personnes qui sont parmi les plus à risque d'être exploitées, de ne pas signaler des événements indésirables, etc. Donc voilà, donc là, on parle à très grands traits, probablement assez caricaturaux, hein, mais c'est aussi parce qu'on a des témoignages qui sont quand même inquiétants. Vous aviez parlé au début de la différence entre les pays avec protection sociale et pas. Effectivement, ça peut être aussi une motivation de les faire rentrer dans une étude pour avoir des examens, un check-up et autres. Tout à fait, tout à fait. Il y a cette dimension. Et il y a aussi l'aspect qui est qu'est-ce qui se passe si j'ai un événement indésirable qui nécessite des soins à terme après l'essai. Là, c'est un vrai souci. Les volontaires sains américains en ont beaucoup parlé de ça, hein. Alors, de dire, voilà, j'ai parti. Alors, on avait des volontaires sains qui étaient presque des professionnels, hein, pour certains d'entre eux, et qui décrivent souvent des problèmes relativement subjectifs. Donc, c'est très compliqué, hein, de dire, voilà. Qu'est-ce qui est lié à la participation à l'essai clinique ou pas. Mais dans les pays où il n'y a pas de couverture sociale, effectivement, ça prend une dimension particulièrement compliquée. Jusqu'où l'assurance de l'essai peut-il prendre en charge les volontaires sains, pendant combien de temps, etc. Donc, c'est des problématiques compliquées. Et c'est pour ça aussi que, j'en ai pas parlé là, mais un de nos objectifs, idéalement à moyen long terme, c'est aussi un petit peu un peu comme ça a été fait pour l'expérimentation animale, c'est-à-dire partout où c'est possible, on devrait essayer de réduire, raffiner, remplacer les volontaires sains partout où c'est possible, hein, les 3 R. Et François Essinger, qui est un membre du comité éthique de l'INSERM, a même rajouté un 4e R qui est respecté.
On devrait commencer par respecter les volontaires sains, réduire, raffiner, remplacer les volontaires sains partout où c'est possible. On devrait pouvoir se poser ces questions en se disant, est-ce qu'il n'y a pas des situations où une étude de modélisation, des extrapolations avec des modèles mathématiques, des études in vitro, pourrait parfois remplacer l'implication de volontaires sains. Donc ça c'est notre vision un petit peu à moyen long terme. Ça nécessite évidemment des conversations approfondies, avec des scientifiques qui peuvent nous dire voilà quelles sont les alternatives à l'implication de volontaires sains, et puis bien sûr les autorités d'enregistrement, les agences réglementaires, il faut qu'elles puissent accepter des données autres que les données, par exemple, de pharmacocinétique, de bioéquivalence, à laquelle elles sont habituées pour enregistrer des génériques, par exemple. Louis Lacoste, question. Oui, je crois qu'on doit d'abord vous féliciter de ce travail et d'avoir abordé le sujet. Vous l'avez abordé sur le plan international et en déployant donc une charte à partir de l'expérience des pays qui étaient déjà un petit peu impliqués dans cette démarche. Maintenant, la situation en France, je pense que la CNCP devrait se saisir un petit peu de ce sujet et puis établir un registre puisque vous n'avez pas accès au VRB. Par contre, la situation se complique parce que le nombre de cliniques de phase 1 a diminué en France, on n'en a pratiquement plus. Et donc, on se retrouve avec une masse de personnes à étudier qui est très importante par rapport finalement à celle qui nous intéresse essentiellement, c'est-à-dire ce sont les volontaires sains de première administration. Alors, les CPP sont supposés déjà avoir des personnes qui sont qualifiées en première administration. Donc ça pourrait être une approche, mais la première administration ne concerne pas que des volontaires sains. Ça concerne souvent maintenant des malades. C'est vrai. Et donc ça complique un petit peu la donne. Mais je pense que ça vaudrait la peine de réunir au moins ces personnes qualifiées en première administration. Ce serait parce que normalement, cela devrait être identifiable déjà, puisqu'à mon avis, ils existent et puis de leur proposer de faire, en tout cas sur une année, une petite évaluation sur le nombre, la répartition, parce qu'on a une typologie de phase 1, enfin de catégorie 1, 2, 3. Et maintenant, on va retrouver beaucoup de volontaires sains dans les catégories de faible risque. Où là, peut-être le bien-être sera, où les problèmes de subordination peuvent se poser. Donc ça veut dire qu'il va falloir traîner une cohorte importante pour avoir des données sur les phases 1 qui nous intéressent. Euh, c'est pour ça, dans un premier temps, je ne sais pas quels sont les efforts et les blocages que vous avez eus de la DGS pour avoir des données à partir du VRB qui existe actuellement, quoi. Si vous n'avez pas de données, effectivement, après avoir insisté peut-être 2, 3 fois, peut-être que la CNCP pourrait développer, parce que maintenant, on va rentrer dans une activité qui est un petit peu plus apaisée que les années précédentes, et donc peut-être que les représentants de première administration pourraient agir là. En tout cas, moi, votre sujet m'intéresse beaucoup, hein. Je l'avais exprimé déjà lorsque vous aviez exposé la première fois à l'INSERM, et donc je pense que Non, mais tout à fait. Alors, ce qui serait effectivement, enfin, l'impression, la difficulté qu'on a eue au niveau de la DGS, c'est de trouver quelqu'un qui était désireux de, voilà, d'échanger sur le VRB. On croit enfin, il y a des histoires de personnes qui ont bougé, etc. Mais surtout, l'impression que l'on a, c'est que le VRB n'a pas été conçu pour collecter des données, en fait. Si j'ai bien compris, c'est finalement feu vert, feu rouge. Le volontaire sain est admissible dans votre essai ou il ne l'est pas. Et donc, la base n'a pas été conçue d'emblée pour collecter des données, pour être utilisable comme un outil d'information, de recherche. Mais ne serait-ce que cette conversation, là, on adorerait l'avoir avec des gens qui savent comment la base est conçue pour savoir si oui ou non on pourrait quand même récupérer des informations, ne serait-ce que se disant peut-être, je ne sais pas, sur les 5 années qui viennent, voilà, on va concevoir peut-être un module spécifique qui va permettre de collecter des choses. Voilà, donc c'est la difficulté qu'on a eue. Et donc si certains d'entre vous sont particulièrement intéressés, c'est très très volontiers, bien sûr, qu'on vous accueillerait et qu'on aimerait dialoguer avec vous. Aujourd'hui, vous pouvez nous contacter via le site de l'INSERM Volretics. On est en train de bâtir un cadre d'association loi 1901 pour voilà, donner un cadre juridique
à Volretics et permettre du coup d'accueillir des membres beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus officielle. Donc, je suis en train de rédiger les statuts de l'association Loi 1901. Donc, d'ici quelques mois, ça devrait être assez facile de nous rejoindre si le sujet vous intéresse. Mais en attendant, si vous avez des sollicitations particulières, on est tout à fait à votre disposition pour dialoguer, voilà, pour partager des idées ensemble. Donc, dans le chat. Qu'est-il prévu en matière de restitution des résultats globaux? Alors Ouais. ça voilà. Aujourd'hui, alors je sais absolument pas ce qui est prévu en France. C'est une conversation qu'on a eue qui était assez compliquée parce qu'on s'est dit beaucoup d'essais chez impliquant les volontaires sains. Alors, par exemple, ce qui sont les phasins très précoces, il y a des données confidentielles, donc c'est très compliqué de restituer ça aux volontaires sains, en tout cas par écrit. Donc, on a eu l'idée de dire, mais à ce moment-là, offrons aux volontaires sains la possibilité de participer à une réunion dans laquelle les données seront présentées de façon orale, de façon à ne pas risquer de tomber dans des questions de... Et en fait, les volontaires sains nous ont dit, vous savez, nous, quand on participe à un essai, la dernière chose qu'on a envie, c'est en plus d'aller passer une soirée au centre plusieurs mois après pour qu'on nous parle des données. Mais ça c'est une conversation intéressante, je pense, à avoir le jour où on aura des volontaires sains qui représenteront les autres pour voir effectivement quelle est leur envie d'information, leurs besoins et quelle est la meilleure façon de faire cette information sans qu'on tombe dans des problématiques de confidentialité. Parce qu'envoyer un email avec les résultats de l'étude, par exemple, c'est pas pensable. Donc, on n'a pas de solution univoque pour ça, mais c'est une question, effectivement. Comment informer les gens d'informations qui peuvent être pertinentes pour eux après un essai, c'est un sujet. Ouais. Bah, Oui, leurs résultats personnels, on leur donne. Donc après, c'est les résultats de l'étude. Après, il y a une autre problématique qui est ces volontaires sains à qui on trouve quelque chose. Oui. Puisque moi, j'en ai eu un, on a trouvé un syndrome de Brugada, c'est-à-dire un risque de mort subite, donc super. Ouais. Euh, Et encore, on est en France où il y a un système de sécurité sociale. Vous imaginez. Voilà, et après, il était pris. La réflexion m'est venue quand vous avez parlé du suivi à long terme, puisque effectivement, on trouve quelque chose et comment ça va être pris en charge ensuite. Mais effectivement, là, ça devient maladie, l'assurance maladie, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, c'est précisément le genre de sujet qu'on a effleuré, enfin qu'on a mentionné dans la charte, mais sans donner de solution univoque, parce que précisément, la situation est très, très différente selon qu'il y ait un système de sécurité sociale ou pas. Voilà. Et là, il faut être honnête, la plupart des pays du monde n'ont pas de système de sécurité sociale. Vous êtes malade, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être soigné. Donc, voilà. Donc, là, voilà, encore une fois, c'est pour ça que la charte a été conçue comme elle est, c'est-à-dire davantage soulever des questions qu'apporter des solutions univoques, parce que voilà, il y a trop de situations particulières. très bien. Donc, je vois que c'est déjà 19 h. On va clore ce webinaire. Je vous remercie encore pour votre présence et vos questions. On remercie tous François Bompard pour Oui, cette merci. présentation. Et puis simplement, je voulais dire que l'aventure n'est pas terminée, hein. Le travail de Volretics continue. Donc il y a une réunion prévue prochainement à Bruxelles. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes dans une phase de dissémination, mais en fait, c'est un travail perpétuel, si je peux dire, puisqu'en fait, l'éthique va évoluer au fur et à mesure de sa dissémination, la participation de différents pays avec leur culture, et nous aussi de notre évolution et de l'évolution des recherches. Absolument. Merci mille fois, c'était très, très intéressant. À votre disposition, vraiment, si on peut continuer à dialoguer d'une façon ou d'une autre. Merci Merci à tous. Bonne beaucoup. soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.